Le débat qui est déjà entré en branle, il faut le dire. Patient Parfait, bonjour. Bonjour à... Non, écoute, je veux pas... allez-y, monsieur. Vous êtes libre. C'est la Tissé Fangua. Bonjour à mon jeune frère, toujours Choco, comme on l'appelle, le grand Bertrand Taxinda. Merci d'être là ce matin. Merci, et à tous nos téléspectateurs. À tous nos téléspectateurs, messieurs, merci d'être là ce matin pour le débat. Eh bien, nous allons commencer déjà par parler de la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit. Côte d'Ivoire, sommet de l'État des têtes tombe, signe de la fin de règne. Enfin, c'est la grande interrogation, il faut le préciser. Parlons déjà, il faut le dire, que le vice-président de la République a démissionné depuis le 27 février dernier. Et c'est à l'occasion du décès d'Amadou Gon Coulibaly que la présidence de la République de Côte d'Ivoire se voit contrainte de l'annoncer au peuple de Côte d'Ivoire. Eh bien, le Premier ministre est décédé. Et sans oublier que le vice-président vient de démissionner, le président de l'Assemblée nationale est hospitalisé, le président du Sénat est également hospitalisé. La grande interrogation, en tout cas pour les Africains aujourd'hui et pour nous également ce matin, qu'est-ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire depuis le mois de février dernier? Précision faite, messieurs, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a démissionné le lundi de son poste alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a démissionné, a annoncé d'ailleurs lundi 13, c'est-à-dire hier, le cabinet du président Alassane Dramane Ouattara. Eh bien, le communiqué déclare ceci. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle le 27 février dernier. Après plusieurs entretiens dont le dernier a eu lieu le 7 juillet, le président Alassane Dramane Ouattara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Kablan-Duncan, affirme d'ailleurs un communiqué lu par Patrick Hachi, actuel secrétaire général de la présidence ivoirienne. Le président de la République de Côte d'Ivoire voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de pouvoir et d'engagement, selon le texte de ce communiqué. Si les rumeurs de démission de Daniel Kablan-Duncan circulaient depuis plusieurs jours, eh bien, reste une surprise. Jusqu'à récemment, il était considéré comme un proche du président Alassane Dramane Ouattara, même s'il appartenait au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, formation alliée de Ouattara, avant de passer dans l'opposition. C'était en 2018. Daniel Kablan-Duncan a toujours été un poids lourd du pouvoir, occupant successivement les postes de ministre des Affaires étrangères entre 2011 et surtout 2012, puis de Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances entre 2012 et 2017. Il est devenu en janvier 2017 le premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, poste créé avec la nouvelle constitution de 2016. La démission du vice-président survient quelques jours après le décès, il faut le dire ainsi, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le chef du gouvernement est mort à la suite d'un malaise, moins d'une semaine après son retour de France où il s'était rendu début mai pour un contrôle médical. L'absence de Daniel Kablan-Duncan à l'aéroport lors du retour du Premier ministre avait été remarquée. On ne va pas également oublier que les cérémonies d'hommage au Premier ministre, qui doit être inhumé vendredi, doivent d'ailleurs commencer ce mardi. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par Alassane Dramane Ouattara comme candidat de son parti à la présidentielle d'octobre, a complètement changé la donne politique. Le parti au pouvoir devant désormais trouver un autre candidat, il faut le dire, un autre dauphin. Et la grande interrogation, est-ce que Alassane Dramane Ouattara va-t-il se représenter en octobre prochain comme candidat, bien sûr, à la présidentielle? Bertrand Taxinda. Disons que déjà, je profite pour sauter moi à titre personnel et au nom de mon parti politique, des condoléances à la famille du Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. Oui. La démission de M. Kablan-Duncan, c'est vrai que ça m'a surpris. Parce que qui est Kablan-Duncan? Kablan-Duncan, en fait, c'est un technocrate. C'est une créature du président Bédié. Quant à l'issue, en fait, d'une lutte de pouvoir entre le président Bédié et, en quelque sorte, M. Alassane Dramane Ouattara, eh bien, le pays, la constitution, les cadres du PDCI ont arbitré pour un strict respect des textes. Et le président Bédié est arrivé au pouvoir. Et qui a été son premier ministre, c'est M. Kablan-Duncan. Et ça a été une période extrêmement dure pour la Côte d'Ivoire, comparativement un peu à notre période des années 93-94.
ils ont continué strictement la politique qu'avait menée, entre guillemets, pendant la transition ou bien pendant la grande agonie du vieux sage. Ils ont mené contre une politique libérale. C'est-à-dire que M. Kamlan Djouka, c'est quelqu'un, effectivement, couché devant les préceptes du Fonds monétaire international. Il n'a jamais véritablement été un ambitieux. C'est pour ça qu'il a été proche du président Bédié. Mais il a été, comme on va dire, quelqu'un technocrate, mais un technocrate, quelqu'un des dossiers. Mais un technocrate qui n'a jamais véritablement voulu faire des réformes réelles au sein de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, avait un problème foncier. M. Kamlan Djouka ne s'est jamais attaqué à ça. La Côte d'Ivoire avait un véritable problème de transformation de son économie. M. Kamlan Djouka ne s'est jamais attaqué de ça. La Côte d'Ivoire avait en quelque sorte des communautés étrangères, ce que j'appelle souvent le lobbying franco-libanais. Le 440 français, ses filiales, qui s'étaient accaparées en quelque sorte de l'économie ivoirienne. M. Kamlan Djouka va travailler plutôt à consolider véritablement, en quelque sorte, ces puissances de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas avoir véritablement de grandes ambitions. Donc, quand vont arriver les différentes transitions au point où arrive le président Gbagbo, eh bien, il va rentrer dans l'opposition avec le président Bédié. Ben, sauf que c'est des gens qui sont alignés sur les positions de la France. Il va passer son temps entre Abidjan, son petit village et Paris. C'est-à-dire que ce sont, entre guillemets, des Français à la peau noire. Il va revenir au devant de la scène quand va se poser un véritable problème. C'est-à-dire que les promesses de ce que nous appelons les promesses des chambres de l'hôtel du Golfe. On n'y était pas. C'est pour ça que ne comptez jamais sur nous pour arbitrer ces histoires-là. Qu'est-ce qui s'est dit à l'hôtel du Golfe? Qu'est-ce qui s'est dit dans les chambres de l'hôtel du Golfe? Qu'est-ce qui s'est dit quand les gens faisaient l'île commun? Eh bien, ça, c'est leur problème. Mais toujours est-il qu'il y avait une promesse qui avait été faite lors de l'entre-deux tours des élections où le président, en quelque sorte, M. Ouattara, expliquait que s'il gagne l'élection présidentielle, eh bien, il mettra en place un premier ministre du PDCI. Premier ministre du PDCI, eh bien, ça va durer, la lune de miel va durer le temps que nous connaissons, relativement un mandat, où on va aller cas un cas, on mettra monsieur au sous-premier ministre et tout ça, et puis on va arriver en quelque sorte à cette histoire de l'appel de Daokro. Qu'est-ce qui s'est dit à Daokro? Ouais, il y a beaucoup d'interrogations sur la politique ivoirienne. Qu'est-ce qui s'est dit à Daokro? Y avait-il des témoins? Vous avez les jeunes qui expliquent que l'appel de Daokro a été lancé en contrepartie du fait qu'en 2020, eh bien, toute cette alliance présidentielle devait soutenir un candidat PDCI. Vous avez le président Ouattara qui dit « Je ne vous ai jamais rien promis. L'appel de Daokro était gratuit. » Vous avez même en politique, vous avez lancé l'appel de Daokro. Vous avez des cadres du PDCI, notamment comme Kakabe, qui n'ont pas supporté cette histoire. Expliquer qu'un parti comme le PDCI, un grand parti, le parti en quelque sorte, comment je vais dire que père de la Côte d'Ivoire moderne, ne peut ne pas avoir un candidat à une élection présidentielle. Même si nous sommes dans une alliance. Mais c'est justement parce que nous sommes dans une alliance qu'il faut aller au premier tour à une élection présidentielle pour pouvoir grappiller le maximum et pouvoir véritablement mettre en lumière cette alliance lors du second tour. Donc vous avez des cadres du PDCI qui ne vont pas être d'accord avec cet appel, mais le poids, l'influence, la notoriété, la carrure du président Bédié, il va réussir plus ou moins à maintenir son parti véritablement dans l'unité. Et là va arriver le premier ministère qui va être offert à M. Kamlan Djouka. Rien du tout. Il a été utilisé pour deux choses. Un, parce que le président Ouattara, je veux dire que celui qui s'y engage sur ses promesses, ça n'engage que lui. Il n'était pas question pour lui de laisser filer le pouvoir. Donc il fallait utiliser M. Kamlan Djouka en fait comme cet habillage dans le respect de la parole donnée. Deuxièmement, il fallait utiliser M. Kamlan Djouka pour expliquer qu'on n'est pas dans une gestion communautariste du pouvoir. Parce que M. Kamlan Djouka, en quelque sorte, est du Sud. Et il fallait l'utiliser aussi et surtout pour casser le PDCI. D'ailleurs, il va essayer de mener quelques réunions. Il va essayer de faire une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour essayer de rassembler la base du PDCI. Mais il va se rendre compte, effectivement, que dans cette aventure-là, il est seul, lui, son épouse et peut-être même ses enfants. Et quelques petits amis proches qui peuvent arriver chez lui et comment je vais dire que manger à sa table. Vous savez que c'est très constant en politique chez nous. Et résultat des courses, M. Kamlan Djouka servait encore à quoi? Eh bien, on va créer ce petit poste, comment je vais dire que via une modification constitutionnelle bancale de vice-président, on va aller le caser. Et il va se rendre compte, il va devenir la risée de tout le monde. Il va devenir la risée de tout le monde. En fait, ces attributions consistaient à quoi? À venir recevoir le bouquet de fleurs, à venir recevoir le bouclet de la petite fille. Il n'avait aucun pouvoir.
Il n'avait aucun pouvoir et il va se rendre compte véritablement que, au-delà du fait qu'il n'a aucun pouvoir, ce poste même de vice-président ne lui est pas garanti en cas de succession, en fait, d'un autre du président Ouattara. Donc, il servait à quoi là-dessus? Entre-temps, l'alliance, entre guillemets pour l'instant, en quelque sorte des discussions qui ont lieu entre le PDCI et le FPI, eh bien, ça suscitait une forme d'espoir. La situation du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, ce n'est qu'une histoire de jours, à la limite de semaines. Ils seront acquittés. Le procès en appel a fait plus rigoler qu'autre chose. C'est-à-dire ça faisait rire. Il n'y a plus de doute là-dessus. D'ailleurs, les déplacements du président Blé Goudé à Paris, les réunions, l'appel du président Gbagbo a demandé véritablement au pays de rentrer et de se préparer à une véritable réconciliation, montre qu'ils sont déjà véritablement en train de se préparer à reconstruire, à participer à reconstruire la prochaine Côte d'Ivoire. Bref, pour couper court, il fallait qu'il parte pour avoir un peu d'honneur, ce monsieur. Il fallait qu'il parte. Et nous, ça fait partie des gens dont j'ai pas beaucoup d'estime en politique. Parce qu'en politique, pour moi, même quand vous êtes un voyou, soyez un voyou d'honneur. Soyez un voyou d'honneur. Même quand vous êtes un voyou, soyez un voyou d'honneur. Mais il a manqué d'honneur. Il a manqué, comment je vais dire, que même en cas de fidélité. C'est une créature du président Bédié. Et à la façon qu'il a trahi le président Bédié et le PDCI, à la façon, les propos qu'il a eu à tenir en fait sur ses camarades du PDCI, véritablement aujourd'hui, cette démission fait plus rigoler en Côte d'Ivoire qu'autre chose. Parce qu'on se demande quel est son avenir politique. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la maison, il va soutenir Kakabe qui semble être un peu turbulent et qui a refusé de signer l'engagement qu'à l'issue de la primaire au sein du PDCI, aucun autre candidat PDCI ira à l'élection présidentielle. Il fait ses tournées. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment son fan club m'a repéré certainement via la télévision et m'a invité à rejoindre le fan club de soutien à M. Kablan Duka. J'ai beau leur expliquer que, vous savez, pour quel camp je roule en Côte d'Ivoire, ça ne me gêne jamais véritablement pour aller avoir les informations de ce parti qui, il faut le dire, n'a jamais pris les armes. C'est pour ça que moi, je ne me cache pas que les discussions avec le PDCI, oui, en quelque sorte pour la paix en Côte d'Ivoire, mais ça m'a toujours gêné. Parce que rien n'obligeait le président Bédié d'aller faire chambre commune avec M. Ouattara à l'hôtel du Golfe. Ça me gêne, ça me gêne. Jusqu'aujourd'hui, ça me gêne. C'est un patriarche, effectivement, oui, qui a eu à faire une déclaration quand un patriarche en Mondiovision explique que je regrette profondément cette alliance. Je le regrette vraiment profondément. Vous convenez qu'il se fait violence et dire que vraiment, les fistons, les amis, peuple de Côte d'Ivoire, c'est une aventure qui ne se trompe pas, qui ne faute pas dans la vie. Je me suis vraiment trompé en allant m'allier avec ce monsieur. Donc, Kablan Duka démissionne, il ne pesait rien sur le plan politique, il s'est rendu compte lui-même qu'il pesait rien. Monsieur Ouattara avait plus besoin de lui. La bataille se joue aujourd'hui au sein, entre guillemets, j'aime pas prononcer ces mots, de la communauté nordiste en quelque sorte, pour conserver le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais ils auront quels moyens? Il faut avoir un moyen politique. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens politiques. Il n'y a plus la France avec, comment je vais dire que, il n'y a plus M. Blaise comparé avec ses rebelles. Il n'y a plus, comment je vais dire, le Libéria et la Sierra Leone où on pourrait aller recruter tous les mercenaires du monde. Il n'y a même plus l'argent du Fonds monétaire international qui explique que cette grosse croissance qu'on a eue, mais c'était aussi une grosse croissance de la corruption. Une grosse croissance de la corruption. On a parlé au départ d'une croissance à 2 chiffres, malheureusement. Triste fin pour un monsieur véritablement qui pouvait continue à être un technocrate. Je ne verse pas une larme sur son sort parce que ce sont les grands défenseurs des intérêts français. Finalement, patient par fin d'homme, il y a donc eu un marché de dupes entre Alassane Dramane Ouattara et le PDCI de Henri Konan Bédié, puisqu'on voit que Kablan Duncan, malgré qu'il fut vice-président de la République, n'avait finalement aucun pouvoir, et on sait pertinemment que c'est depuis février qu'il avait déposé sa démission auprès du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Avec votre permission, je commence d'abord par adresser mes sincères condoléances à la famille d'Amadou Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mes condoléances aussi à son oncle, dont Gon était le neveu, le ministre Issa Malik Coulibaly, qui fut ministre de la Santé sur Laurent Gbagbo. Un des fidèles parmi les fidèles du président Laurent Gbagbo. J'ai eu la chance d'être reçu chez lui dans sa maison d'exil à Cotonou au Bénin par son épouse lors de mes nombreux voyages que je fais au travers le continent. Et j'ai vu
dans l'accueil, surtout dans la résistance de ces gens qui sont aussi du Nord, n'est-ce pas, cette volonté de casser ce clivage. Tout à l'heure que Bertrand essayait de souligner, c'est-à-dire on dit il y a le Nord contre le Sud. Non, il y a des gens du Nord qui ne sont pas d'accord et qui n'ont jamais été d'accord avec la politique que M. Ouattara a essayé d'imprimer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et parmi ces gens-là, malheureusement, bien heureusement, il y a M. Issa Malik Coulibaly qui était l'oncle, le frère cadet du papa de M. Amadou Gon Coulibaly qui est décédé. Donc, condoléances à cette famille, à cette grande famille. Et je pense que avec cette disparition, ceux qui voyaient la Côte d'Ivoire autrement à l'intérieur vont commencer à se rendre compte qu'il y a urgence d'aller vers la réconciliation, parce qu'à tout moment, tout le monde peut être frappé. Tout le monde peut être frappé parce qu'il y a des gens qui continuent de mourir à la Maca, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, depuis, et qui sont détenus depuis la crise post-électorale. Sans qu'on ne comprenne très bien pourquoi. D'autres qui ont été élargis, mais dont les comptes ont été bloqués, ont été conséquences, ils n'ont pas pu se soigner convenablement comme a pu le faire quand même le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, pour M. Kablan Duncan, ça participe du jeu politique. À un moment donné, les gens étaient dans l'euphorie. Les gens ont pensé, tous les opportunistes du monde, on se sont dit, je veux dire en Côte d'Ivoire, avec la chute de Gbagbo, c'est le moment d'aller prendre le pouvoir. Non, une petite part du gâteau. Ils se sont rués vers le Golfe, ils se sont rués en termes de soutien auprès de M. Ouattara. Mais la désillusion n'a pas tardé. Même au sein de l'état-major français qui était présent en Côte d'Ivoire, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cette affaire, ce fut une grosse escroquerie et quelque chose d'indigne pour la France. Des officiers de haut rang, pas de moindres. Donc, maintenant que le fameux procès contre Laurent Gbagbo et Bleu Goudé a fini par faire chute comme une baudruche, les gens se réveillent de leur sommeil, de leurs illusions, et se disent, attention, il y a un nouveau virage que la Côte d'Ivoire va prendre. Il est peut-être de bon ton qu'on soit du bon côté, ou bien qu'on soit dans la posture d'être capable de faire son mea culpa demain. Parce que c'est un échec. La gouvernance Ouattara, le régime Ouattara, c'était un échec. Tout ce qu'on a voulu vendre aux Ivoiriens, c'était un grand bâtisseur. Allez regarder les routes en Côte d'Ivoire. La moindre petite pluie, dégradé. Tout est lessivé. On appelle le goudron là-bas, le goudron biodégradable. C'est tout dit. Les ponts, tout s'effondre. On se pose la question même, quelles sont les sociétés qui avaient gagné ces marchés-là? Personne ne comprend rien. La croissance à 2 chiffres. Les gens dorment dans les cimetières. Les gens, parce que leurs maisons ont été détruites en plein. On a déchanté, hein. Croissance à 2 chiffres, devient la croissance à 1 chiffre. Et attention, là où c'est grave, c'est que la plupart de ces gens-là qui sont dans dans ce grand cauchemar sont originaires du Nord. C'est ceux qui faisaient croire aux gens que le groupe Gbagbo ne veut pas d'eux parce qu'ils sont originaires du Nord. Quand j'écoute les pleurs de quelqu'un comme Soro aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. Quand j'écoute les pleurs de quelqu'un comme Mabri Touakeuse, les Tano Amon, tout ce monde-là qui a démissionné, hein, à la suite avant même le Kablan Duncan, mais je vous rappelle déjà que, déjà au mois de février, Kablan Duncan avait déjà déposé sa démission, qui avait été refusée par le chef de l'État, par le président Ouattara. Donc ça veut dire que le gars était déjà mal à l'aise, comme Bertrand venait bien de le dire, dans son espace. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une redistribution de cartes. C'était un sage, un ancien de PDC qui disait dernièrement, non, laissez Kablan, il est au restaurant. Quand il aura fini de manger, il va revenir à la maison. ça illustre vraiment la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons qu'il y a une nouvelle redistribution de cartes, et il y a des gens qui se disent qu'ils sont à l'étroit s'ils ne peuvent pas être candidats au niveau de ce fameux RHDP arrêté qui est le RDR, pour le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que tous les autres qui avaient constitué ce RHDP sont partis, Mabi Touakeuse est parti, Bédier est parti, qu'est-ce qui reste encore de ce RHDP, sinon c'est le RDR. Ils ont l'impression que la volonté de chef de l'État va beaucoup peser sur la destinée de la future Côte d'Ivoire en termes de possibilités de candidats pour eux. Donc à ce moment-là, M. Kablan Duncan n'a plus rien à foutre dans cet espace-là. Il dégage peut-être pour se donner, on ne sait jamais, un espoir
d'être adoubé, je ne sais pas par qui, mais monsieur le président Bédié s'est déjà déclaré candidat, il ne faut pas l'oublier. Donc au niveau du PDC, les portes sont fermées pour lui. Les gens sont fermés pour lui. Et je crois que ce qui est désolant, ce qui est malheureux, c'est que, comme disait Hegel, les êtres humains ne savent pas retenir les leçons de l'histoire, et les Africains surtout, moi j'insiste. Oui. Parce que ce qui se produit en Côte d'Ivoire, ça se produit aussi. Les gens font des micmacs comme ça dans les autres pays. Et au Cameroun, on voit oui, les gens n'ont pas de vision. Les gens ne viennent pas en politique par conviction. Ils y viennent pour la plupart du temps par opportunisme. C'est pour ça que tu le vois bouger au gré du vent. Si le vent va à gauche, ils sont à gauche, à droite, ils sont à droite. Au point où on ne comprend plus rien. On a l'impression que tout le monde, sous les tropiques, ici en Afrique, n'a pas de conviction. Il n'y a rien qui explique que les gens soient aussi versatiles oui. Que le sont les politiciens africains dans leur large majorité. Mais je crois que c'est parce que la plupart, comme le disait aussi tout à l'heure, ils sont en réalité les hommes liges de l'Occident. Et il faut tout faire pour plaire à Paris, pour être dans les starting blocks, pour être autorisé à être dans les starting blocks le moment venu. Donc à partir de ce moment-là, on va continuer à vivre ce que nous vivons là, qui est très désagréable, qui ne donne pas à la jeunesse, n'est-ce pas, vraiment une visibilité, une vision claire de ce que c'est la politique, et ça c'est dommage. Mais je pense que nous assistons à une redistribution de cartes. Avec la mort de Gon Coulibaly, la question se pose. Qu'est-ce que le RDA va faire? Vont-ils convoquer un nouveau congrès? Il n'y a plus le temps. Pour pouvoir se choisir un nouveau candidat? Vont-ils laisser la latitude au président Ouattara lui-même de dire soit je vais remplir, puisque écoute, j'avais donné aussi pour clause, j'avais dit ok, je ne me représente pas, mais à condition que ni Bédié ni Gbagbo ne se représentent pas. Comme Bédié a décidé de se représenter, donc on se casse la clause et je peux me représenter. Attention, il y a aussi cette possibilité qui s'offre à lui maintenant. Ou alors, il va faire comme pour sortir en gentleman entre guillemets, c'est ce qu'il pense faire, il pensait faire, dit de toute façon je me retire, mais mettre à la place quelqu'un qui sera complètement à sa sorte. Comment dire ça, un scénario à la Poutine? Non, à la RDC, pas à la Poutine, ne m'échapperait pas beaucoup. Il faut qu'on fasse très attention. De toute façon, tous les jeux sont ouverts. Maintenant, il revient aux Ivoiriens, au président Ouattara. J'ai l'habitude de le dire. Il faut qu'on sorte de ce flou artistique. Il faut qu'il hâte le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il l'organise même. Il faut qu'il aille vers le sens de la réconciliation. C'est une perche incroyable que l'histoire lui tend. Il faut qu'il se saisisse de cette perche-là. Si le président Ouattara s'entête à ne pas saisir cette perche et laisser que, comment dire ça, cette haine continue d'être entretenue par les politiques et certains hommes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va tout droit dans un mur. Et cette Côte d'Ivoire qui va exploser bientôt va balayer complètement de revers de main ce qu'il a pu voir comme acquis de sa présidence au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a intérêt à saisir cette perche, à aller dans le sens de la réconciliation. C'est la réconciliation qui est la chose la plus importante pour l'instant. La chose la plus importante, c'est la réconciliation et non les élections, les micmacs, les jeux politiciens, des appareils. Ce n'est pas ça qui est important. Ou bien des accords avec Paris. Ce qui est important, c'est il faut apaiser les cœurs. Il faut vraiment dire aux Ivoiriens, nous allons faire notre meilleur culpa. Ce fut très dur. Nous avons fait des fautes, nous avons fait des erreurs. Comme le sait de faire Soro, même si tout le monde sait que c'est tellement mesquin. Oui. Il dit, bon, oui, j'ai fait ça, mais maintenant, comme je l'ai dit, venez tout le monde derrière moi, c'est votre chouchou, votre candidat. Ce n'est pas ça qu'on demande. Qu'on fasse une réconciliation sincère. Que les gens fassent leur autocritique de manière sincère et qui donnent la chance à la Côte d'Ivoire, cette grande Côte d'Ivoire, de pouvoir renaître de ses cendres. Ici, il pourrait sortir par la grande porte? Oui. Je pense que malgré tout ce que nous avons comme rancœur vis-à-vis du président Ouattara, s'il joue ce jeu-là, je vois très peu de gens... Il va rentrer dans l'histoire. Mais bien sûr. L'histoire des peuples du monde a été jalonnée de ces moments difficiles. Mais les autres peuples, là où ils ont été forts, oui, c'est qu'à un moment donné,
des gens se sont donné un destin, un rendez-vous avec l'histoire en essayant de corriger leurs erreurs et leurs fautes. Et surtout regardez même l'histoire américaine, même l'histoire européenne, il y a ces moments. Malheureusement, chez nous en Afrique, comme les gens ne sont pas libres, comme ils sont en réalité les contremaîtres des intérêts des autres sur notre continent, ils n'ont pas souvent cette facilité, j'allais dire, de manière naturelle, cette volonté de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de leur peuple. Et donc nous invitons largement tout le peuple ivoirien, mais surtout le président Ouattara, qui pour l'instant, c'est une réalité, c'est lui qui tient la manette du jeu, qu'il aille dans le sens de l'histoire. Qu'il aille justement dans le sens de l'histoire. André Kisset-Fanga, un nouveau congrès sera organisé par le RDR. On va peut-être choisir un nouveau dauphin, ou alors Alassane Dramane Ouattara va se représenter comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Alors, finalement, la présidentielle d'octobre prochain sera s'inédit. Ben, écoutez, s'il y aura élection en Côte d'Ivoire... Justement. Parce que tout est fin prêt pour que ça explose. Pour que M. Ouattara soit chassé comme il a fait chasser les autres. Parce que je vous le dis clairement, moi je ne m'inclinerai pas devant M. Ngon Coulibaly, la mémoire de Ngon Coulibaly. Parce que vous allez voir, on respecte les morts en Afrique. Mais écoutez, il a respecté quel nombre de morts? Monsieur Ndom venait de dire qu'ils sont combien sont en train de mourir à la Maka. Qu'est-ce que le premier ministre de Côte d'Ivoire a fait? Vous savez, vous avez des généraux, des colonels, des capitaines, des sergents, des gars qui ont servi l'armée de Côte d'Ivoire, qui coupissent dans une misère incroyable. D'autres qui sont morts carrément sans avoir un comprimé. Et d'ailleurs, même on craint la contamination, vous appelez ça si c'est coronavirus ou bien c'est quoi à la Maka. Parce que vous voyez une prison qui était destinée à 1500, 2000 personnes est aujourd'hui à 12 000 personnes sous la gouvernance Ouattara et des gens qui n'ont rien fait, sans jugement. Ils sont là seulement. Ah, c'est vous qui étiez avec le Gbagbo, ok, c'est bon, ça va. Voilà leur jugement. Leur jugement, c'est que vous étiez du côté de Gbagbo. Un point très donc, ça veut dire qu'ils sont condamnés à mort. Mais quand même, M. Ngon Coulibaly pouvait faire quelque chose en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire. Même s'il avait les mains liées et qu'il était sous la coupole de Alassane Dramane Ouattara. Écoutez. Ils ont tous comploté contre la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, Ngon Coulibaly a comploté contre la Côte d'Ivoire. Contre les Ivoiriens. C'est des gens qu'il faut oublier rapidement. Ça, il faut les effacer, il faut effacer leur nom rapidement. Parce que ça donne de la migraine quand vous écoutez ce genre de nom. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas un seul instant être dans une situation comme celle de la Côte d'Ivoire. Vous dites que les têtes sont en train de tomber. Mais des gens qui n'ont pas de tête ne font que... C'est normal qu'ils ont une machette qui coupe la tête de... parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de tête. Ils sont arrivés comment au pouvoir? Ils ont coupé des têtes. Ils ont tué. Donc c'est des gens qui marchent avec des bassines de sang entre leurs mains. Donc ce qui les arrive aujourd'hui n'est qu'un petit semblant de quelque chose qui sera plus grave. Parce que M. Ouattara va payer. Ça, il faut se le dire clairement. Vous ne pouvez pas. Vous avez 4000 jeunes qui dorment dans les cimetières, qui dorment dans les rues, qui dorment dans les cartons à Abidjan. Et que M. Ahmed Bakayoko en fait, c'est... comment on appelle ça? Les microbes. C'est dealer. Vous comprenez un peu? Il les utilise pour son trafic de drogue. Et vous dites que non, c'est des gens... Mais vous avez 4000 jeunes comme ça. Vous ne comptez pas les près de 1,5 million de jeunes qui sont dispersés partout, hors de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont pris la Méditerranée pour essayer de se sauver. Parce que le taux d'immigration en Côte d'Ivoire a subitement grimpé. Donc vous avez des gens comme ça. Donc vous avez un régime, en réalité, un régime assassin. Qui tue tout, qui tue les destinées, qui tue des familles, qui tue... Mais la Côte d'Ivoire même n'existe même plus. Parce que quand vous venez prendre un pays et vous venez livrer à la France, parce que c'est une livraison, c'est un coursier. Monsieur Ouattara était un coursier avec ses amis. Il a porté la Côte d'Ivoire, il allait livrer à la France. Parce que quand vous regardez avec même seulement la monnaie qu'on appelle ECO, vraiment, il faut avoir... Elle n'est pas encore en circulation, ne vous inquiétez pas d'abord pour ça. Même si elle n'est pas encore en circulation, ça fait pitié pour un grand économiste
Donc, dire que non, d'ailleurs, même quand on lui posait la question sur le franc CFA, oh non, le franc CFA c'est la meilleure des monnaies, le franc CFA c'est ceci, le franc CFA c'est cela. Mais c'est lui-même qui a encore changé le franc CFA qui était la meilleure des monnaies. Donc, vous comprenez que c'est un personnage versatile. C'est un personnage qui n'est pas stable. En réalité, ce parti, que ce soit le RDR, que ce soit le RHDP, n'a pas de tête. Et c'est pour ça que les têtes ne font que tomber. Parce qu'en réalité, quand ce n'est pas de manière politique, quand on te force à la démission, parce que quand on dit que l'autre, donc, a démissionné, il n'a pas démissionné. On a fait le même scénario avec M. Soro. On le pousse à la démission. Que monsieur, vous allez sortir. Parce que quand Ouattara a maîtrisé tout le circuit de la rébellion de Soro, il l'a mis à la porte. Parce que la vérité, c'est ça. Que la plupart des hommes, et les hommes qui étaient plus fidèles, tous ont été arrêtés. À Soro, tous ont été arrêtés. Et qui occupaient des fonctions importantes, tous ont été arrêtés. Donc, vous comprenez qu'on est dans un régime où on est en train de... On élimine ses adversaires, que ça soit de manière politique, que ça soit même par assassinat. De manière physique? Mais bien sûr. Ils sont nombreux qui ont été assassinés. Tous les coups sont permis? Mais tous les coups sont permis. Mais écoutez... Donc vous êtes d'accord que les Bakayoko qui avaient justement prédit la mort de Gon Coulibaly en demandant que... Enfin, en faisant des invocations, il faut le dire comme ça, que Ahmed Bakayoko sera le prochain président de la République, cela va se réaliser? Si lui-même, sa tête ne sera pas coupée d'ici peu, parce que même il est dans le viseur de Ouattara. Vous comprenez un peu? Ce qui est sûr, c'est que M. Ahmed Bakayoko lui-même va payer le prix. Parce que vous êtes dans un régime où tout le monde suspecte l'autre. Vous ne pouvez pas vivre dans ce genre d'état. Donc, vous comprenez que les têtes doivent continuer à tomber. Je vous dis clairement, et là je rejoins parfait, si Ouattara ne fait pas revenir le président Laurent Koudou-Bakpo lui-même, c'est-à-dire il prend l'avion de Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, frappé du drapeau Côte d'Ivoire, il va à La Haye. Vous souhaitez ce mea culpa de la part de la Saint-Amand Ouattara? Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Mais vous voulez quand même qu'il prenne un avion, qu'il envoie? Je dis bien, c'est un devoir. S'il veut un seul instant qu'on se souvienne juste un peu de lui, parce qu'il est dehors très fond de la poubelle de l'histoire africaine. Parce que quand nous sommes en train de préparer un document, on ne sait pas si on va faire ça en coffret ou bien magazine et tout, les plus grands criminels de l'histoire africaine. Et le plus jeune criminel de l'histoire, c'est M. Bafori Soro Guillaume. Oui. Parce qu'en 10 ans, vous ne pouvez pas mener une rébellion. Et d'ailleurs, même il a marché sur ses propres frères du Nord. Il a tué ses propres frères du Nord. En plus de ça, il est arrivé à Abidjan, il a marché sur les Ivoiriens. Il a marché sur le sang des Ivoiriens. Donc, quand vous regardez ce genre de personnage, on l'a poussé à la démission, il commence à dire, oh non, vraiment, Ouattara, si je n'avais pas pris les armes, Ouattara ne serait pas président. C'est trop tard, cher ami. Mais qu'il nous livre Ouattara correctement, il dit voilà comment il faisait, voilà comment c'est. Ils mettent les preuves sur la table. Donc, nous pensons aujourd'hui que les têtes vont continuer à tomber. Ils sont combien qui sont malades? Ils sont assez nombreux quand même. Mais ces petits trucs dans le verre, c'est fini. Ou bien dans le climatiseur, ils sont nombreux comme ça, on les met le truc dans le climatiseur en venant au bureau, tu tombes. La chaise Gon Coulibaly est venu s'asseoir a été piégée. Donc dès qu'il s'est assis, c'était fini pour lui. Donc vous comprenez que des gars sont dans une stratégie d'élimination de tout le monde. En dehors, on vous crée d'abord des émotions fortes. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ou bien des problèmes de cœur, vous lui créez des émotions fortes. Qu'il arrive, il sort de l'hôpital où il a subi encore des opérations. Vous lui mettez un dispositif jusqu'à le chef de l'État et son épouse. En fonction, viennent l'accueillir à l'aéroport pour lui dire que non, tu es la personne la plus importante de Côte d'Ivoire. Vous imaginez l'émotion que ça peut faire pour quelqu'un qui est malade. Donc vous dites que c'est l'émotion que tu es ça participe à tous ces éléments-là pour son assassinat. Il était déjà très malade. Hein, je dis bien, mais quand vous êtes très malade et on vous crée des émotions fortes, c'est pour que vous vous portez bien. C'est pour vous assassiner en réalité. Donc, vous comprenez que ce régime n'a pas de tête. C'est pour ça que les têtes vont continuer à tomber jusqu'à ce que la vraie Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriens reprennent le contrôle de leur pays. Ça, il faut se le dire clairement. Guillaume Kimbafori Soro Guillaume peut faire son mea culpa comme il veut. Mais il faut qu'il arrête de penser que
c'est le candidat à l'élection présidentielle de 2020. Ça, les Ivoiriens n'accepteront pas ça. On vous a compris parfaitement. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, on sait que le Premier ministre est décédé, Amadou Gon Coulibaly, qui sera bien sûr inhumé le vendredi prochain. Il y a le vice-président qui vient de démissionner, le président de l'Assemblée nationale qui est, il faut le dire, hospitalisé, le président du Sénat qui est également hospitalisé, selon la Constitution. Bertrand Tassinda, votre réaction? Déjà, première leçon sur le plan politique, c'est que dans nos pays, c'est très, 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 très dangereux de désigner son successeur. C'est-à-dire que même un assassinat politique. C'est-à-dire que moi, je me demande même si ça vous garantit une sécurité. Non. Pour moi, vous regardez comment cela s'est passé en RDC. Oui. C'est la veille de la clôture des candidatures que le président Kabila va demander à son parti de soutenir M. Ramazani. Tout le monde criait que mais quel candidat? Il faut qu'on ait le candidat. Il va le garder, c'est-à-dire que pratiquement entre lui et M. Ramazani, de la réunion qu'ils avaient eue, et dire que je compte sur toi pour conduire en quelque sorte ma majorité. M. Ramazani va le garder pour lui. Même ses plus proches, l'histoire raconte que même son épouse lui demandait que mais tu pars dans 3 semaines, il n'y a pas de candidat. Il disait que excuse-moi, il y a un candidat. Je le sais qui est le candidat. Mais M. Ramazani n'a pas gagné l'élection, mais rien ne vous dit que dans 5 ans, il gagnera l'élection. Si le président Kabila ne se présente pas, ce que je souhaite, je l'ai toujours dit. J'appartiens aussi, je vous le dis, au fan club. Vous êtes d'accord que Kabila revienne? Mais il faudrait qu'il revienne. C'est pourquoi je vous pose la question. Il faut nous faire ce débat sur la RDC, sur la situation politique. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour vendredi prochain. Ouais, vous savez qu'effectivement, avec ce genre d'émission, nous, on se sacrifie. Même s'il y a un déluge sur Douala, on vient parce qu'on a à dire. Mais vous voyez la situation politique. Donc, c'est un problème. Monsieur Gon Coulibaly, vraiment, c'est pas question de révéler son état de santé. S'il avait une pile, il avait plus de cœur. Il avait suivi une opération extrêmement lourde. Le nommer Premier ministre, c'est un risque terrible. Quoi qu'on dise, être Premier ministre, j'ai eu la chance des fois d'être dans le cabinet de certains ministres, il était 22 heures sur des dossiers. Parce qu'à tout moment, la présidence de la République peut dire que je veux un dossier à 3 heures du matin. J'ai lu des livres qui ont été écrits par des secrétaires généraux de la présidence au Cameroun, dont certains n'ont pas vocation à flagonner le président Biya. Ils sont en prison. J'ai lu les livres. Ils expliquent que c'est terrible. D'ailleurs, la première réunion que tu avais le président, il dit qu'il faut être joignable tout le temps. 24 heures sur 24. Tout le temps. Et un va dire qu'il s'est amusé un jour à aller à l'église et à fermer son téléphone. Quand il va ouvrir son téléphone, il va voir près de 24 coups de fil de l'aide du camp du chef de l'État qui lui dit, mais vous avez dit d'être tout le temps. Il faut être à la présence tout de suite. Et quand vous rêvez, on vous dit, il faut tel dossier. Donc, le volume de travail est énorme. Monsieur Gon Coulibaly était très malade. Et cette nomination au poste de Premier ministre, voilà ce qui va commencer à empoisonner, comment je vais dire que, le climat politique au sein du RHDP. Parce qu'il va être nommé uniquement sur la base de la fidélité au président Ouattara. Ouattara le dit, quand j'arrive au Premier ministère en 93, je suis nommé Premier ministre, il est mon directeur de cabinet. Fidèle. Monsieur Gon Coulibaly n'a jamais eu d'arme. Sa politique était être fidèle au président Ouattara et à son épouse. Mais vous ne pouvez pas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire qui a besoin de réformes terribles. Une réforme que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est la question foncière. Les dozos prennent les machettes. Ils disent que le problème Abidjan là ne nous regarde pas, nos terres. Des Burkinabés, vous savez que la nationalité est distribuée au marché, c'est 50 francs, 100 francs, 2000, 4000, 5000, un certificat de nationalité. Et le RHDP veut gagner l'élection véritablement en donnant un certificat de nationalité en échange d'une promesse claire et d'une appartenance ethnique et régionale. On te donne un certificat de nationalité. C'est distribué en Côte d'Ivoire. On m'a envoyé une photo et dit, monsieur Tatinda, regardez, c'est dans une chefferie, on distribue les certificats de nationalité. Je l'ai sur ce smartphone. Mais comment vous allez gérer les conséquences de cette histoire? La question de l'état civil, les questions foncières, le lobby franco-libanais, ils prennent tout. Tout. On va discuter de la RDC. Je veux vous dire ce que les franco-libanais font en RDC. Sur la question minière. Il y a palabre. Il y a palabre. Moi, je veux même le dire ici que si M. Tshisekedi n'est pas compétent, qu'on fasse tomber son gouvernement. Mais oui, c'est terminé. L'Afrique ne sera plus jamais la colonie de quelqu'un. Plus jamais.
Nous n'allons plus jamais l'accepter. Ça va pas être facile. Ben ouais, regardez ce qui se passe au Mali, à Chouka. Faut nous faire aussi ça. On va venir débattre. Mon grand frère parfait d'homme, c'est-à-dire que il connaît ces choses-là, il me comprend, je le vois avec son sourire pour dire que mais jeune homme, toi tu es enthousiaste, nous ces choses-là on a analysé ça depuis. C'est vrai qu'on est en désaccord sur certaines lignes, mais dans l'ensemble, on a une vision, parce que vous ne pouvez pas analyser la situation de Côte d'Ivoire restant en Côte d'Ivoire. Vous n'analysez la situation de Côte d'Ivoire, vous ne regardez pas le Mali, vous ne regardez pas la situation en Mauritanie, vous ne regardez pas le problème du djihadisme. Nous-mêmes au Cameroun, on est concernés avec cette insécurité. Vous ne regardez pas RDCA, RCA, ben il faut regarder, c'est-à-dire que c'est une vision d'ensemble. De dire que des gens qui veulent maintenir des pays comme étant des colonies d'autres pays, entre guillemets d'autres super pays, ben ils auront une fin malheureuse. Les peuples n'acceptent plus. C'est plus possible. Vous faites comment? Et quand vous avez M. Gon Coulibaly, vous connaissez, vous retenez quelque chose de son action politique? Rien. Quelque chose par hasard. Donnez quelque chose que Gon Coulibaly a même planté les fleurs dans Abidjan. On va dire oui, il a embelli Abidjan. Voici les jardins publics Gon Coulibaly. Vous connaissez rien du tout. Fidélité à la famille Ouattara. Et on va convoquer un congrès et on va expliquer que il est candidat parce que véritablement il est fidèle. Voilà la raison. J'ai des images du congrès. Il m'est fidèle. On ne va même pas demander aux congressistes de voter. On aurait même pu faire yes et yes. Comme on nous explique qu'on avait le référendum de 72, on mettait yes et oui. Yes. On aurait même pu donner aux gens des enveloppes avec yes et oui. Et dire, voulez-vous Gon Coulibaly? Les gens disent yes ou oui. Mais on va dire aux congressistes que, voilà, on va lever sa main en fait devant l'assistance et dire voilà, ben il va avoir des problèmes. Il va avoir de sérieux problèmes. Quand il va tomber malade, qui va assumer l'intérim? Un potentiel narcotrafiquant. Mais quoi qu'on dise, il y a quand même quelques rares cas. Les Mabri Touakos vont expliquer que nous sommes quand même des hommes politiques. Nous sommes quand même des bons politiques un peu sérieux. D'ailleurs, on menace de l'arrêter. Parce qu'il commence à parler. Il fait ce que ce roi fait. Il fait les tournées à l'intérieur du pays. On lui dit qu'il veut tourner pour le camp Gbagbo. Parce que voilà ce que le grand frère parfait Norma dit. Quelle est la conviction politique de Mabri Touakos? Il suffit qu'aujourd'hui l'alliance... En fait, l'alliance, comment je vais dire que de ceux qui veulent rénover la Côte d'Ivoire, ou bien le FPI, lui explique que tu seras ministre délégué. Mais terminé, vous allez voir les déclarations de Mabri Touakos et dit que vraiment le président Gbagbo a toujours été un grand monsieur. Il fait les tours. Et puis on lui a expliqué qu'effectivement, tu dois ta carrière politique, tu dois ta petite richesse et tu dois même, comment je vais dire que ta petite position de pouvoir grâce au président Ouattara. Tu continues à parler comme tu parles, on te fait arrêter. Là-bas en Côte d'Ivoire, c'est distributeur automatique des 20 ans. On vous prend 20 ans. On vous prend 20 ans, on vous prend 20 ans, on vous prend 20 ans. Les gens qui parlent de gré à gré, vous voyez comment on installe le gré à gré? Le gré à gré, c'est-à-dire que on va vous faire le gré à gré. C'est-à-dire que 20 ans, on élimine tout le monde. On fait comme on fait ici au Cameroun. Le préfet dit, population d'Union Ekele, voici votre sous-préfet. Il marche, il se tient là comme ça. 5 gendarmes passent en revue, il passe en revue les troupes de 5 gendarmes. Voilà ce qu'on veut faire en Côte d'Ivoire, sauf que ça sera compliqué. Le président Gbagbo arrive. Ça sera compliqué. Moi-même si, je travaille que le gré à gré là, on va mettre le sable dedans. Paris va manger, Paris va vomir. C'est pas possible. Il n'y aura pas le gré à gré. Donc voilà ce qui se passe en quelque sorte là-bas, où ça ne vaut plus la peine de regarder de ce côté-là. Monsieur Fanga, priez qu'il n'y ait pas la guerre dans ce pays. C'est notre pays. On aime la Côte d'Ivoire. Mais qu'il y ait plutôt la rénovation en Côte d'Ivoire. Parce que tous les regards aujourd'hui, même les France 24, sont tournés du côté en fait du FPI. Qu'a dit le président Gbagbo? Qu'a fait dernièrement, c'est eux qui m'informaient qu'il a déménagé. Pour plus de quiétude, il a déménagé. Moi, je ne savais pas. Alors que mes amis de Côte d'Ivoire, mes amis du FPI m'envoient des infos, des dépêches tout le temps. Mais c'est France 24 qui m'explique que le président a déménagé au point de dépêcher une équipe potentiellement devant la nouvelle résidence du président Gbagbo. Le terroriste, le voyou, le bandit, qui ne voulait pas partir du pouvoir, qui a assumé 3000 morts. Aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux vous dire que si le président Gbagbo sort, Monsieur Le Drian, ne soyez pas surpris qu'on le reçoive. Et là, c'est pour ça véritablement que l'histoire réhabilite toujours les gens. Je vous encourage. C'est-à-dire que sortez-nous cette histoire. N'oubliez pas Savimbi. Je vous donne quelques noms en passant. N'oubliez pas M. Savimbi. N'oubliez pas Charles Taylor. N'oubliez même pas des gens comme Amani Toumarine Touré. Le pauvre Ibeka aujourd'hui, on parlera de... Il faut le mettre, ces grands criminels-là. Ouais, nous allons nous associer à cette histoire. Également oublier Daniel Ndo. Donc voilà. Oui, n'oubliez pas Daniel Ndo. Ah ouais, mettez-nous ça dans cette histoire. Donc vraiment, cette Côte d'Ivoire-là, nous prions Dieu, effectivement. Et encore faut-il que, comme on dit, qu'il y ait élection présidentielle. Encore faut-il qu'il y ait élection présidentielle. Encore faut-il qu'il y ait... Patient Parfait d'Homme, vous avez suivi les uns et les autres, hein, mais je tiens à répéter, le Premier ministre, parce que je vous parle du sommet de l'État, on parle du sommet de l'État ivoirien. Le Premier ministre, il est décédé, le vice-président, il a démissionné,
Le président de l'Assemblée nationale est hospitalisé. Le président du Sénat est également hospitalisé. Voilà les 4 personnalités derrière le président de la République. Tous sont, il faut le dire, hein, HS à ce moment-ci. Qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que Alassane Dramane Ouattara va se représenter en octobre prochain? Moi, c'est ma grande interrogation. C'est dans l'ordre du possible. C'est dans l'ordre du possible. On ne peut pas le nier. Mais je suis très gêné parce qu'on fait semblant de ne pas voir ou bien de ne pas comprendre d'où vient la Côte d'Ivoire. Il y a quand même une crise post-électorale qui a fait des milliers de morts. On ne parle de 3 000 morts, mais d'autres personnes parlent de 20 000 morts. Mais vous êtes gentil. J'ai eu la chance de rencontrer M. Paul Decuy, paix à son âme, qui était l'un des grands responsables la communauté Oué, qui a subi un massacre vraiment incroyable pendant cette crise post-électorale, et qui m'expliquait, parfait, j'ai des dossiers. Des villages entiers ont été complètement rasés. On a assassiné des femmes enceintes, on a éventré des femmes enceintes, en tuant même le fœtus. Excusez-moi le terme. Ouais. Donc, on ne peut pas faire semblant comme nous ne savons pas que ça existait. Mais ces personnes ont été massacrées par qui? C'est la grande interrogation. Mais non, tout le monde le sait. La rébellion. Horde de barbares. La rébellion. Les chefs rebelles. Venus de Burkina Faso. Tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas le cinéma de la CPI qui fait semblant de ne pas voir, d'être incapable de restituer les responsabilités. Non. On sait très bien qui a fait des massacres en Côte d'Ivoire. Avec la vague de l'ONU, de M. Choi, ce brigand, et l'autre criminel qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Tout le monde le sait. La crise ivoirienne s'est déroulée devant les caméras du monde entier. Il n'y a rien à cacher. M. Soro disait dernièrement que quand il était encore à la primature, oui, il y a beaucoup de gens qui sont autour de Ouattara qui venaient lui dire, il y a la vidéo est disponible, hein, que PM là où tu vois là, le gars là il n'est pas ivoirien. Hein. Il dit Ouattara là n'est pas ivoirien. Ces mêmes gars aujourd'hui sont autour de Ouattara et ils font croire à Ouattara qu'ils sont prêts à mourir pour lui. C'est ça que je dis qu'il n'y a pas des gens politiques par conviction dans ce groupe. C'est vraiment la duperie. Mais est-ce qu'il y a la loyauté justement en politique? Non. Non. Quand nous sommes des camarades qui avons le même fond idéologique, nous sommes prêts à mourir l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui, en Afrique, il suffit d'être un bon technocrate, on est nommé quelque part, et du jour au lendemain, on devient un homme politique. Regardez même au Cameroun. La plupart des gens, quelqu'un qui était et gérait son dossier dans un ministère, le jour où on le bombarde, un ministre de quelque chose, il devient personnalité, ressource de sa région d'origine. C'est quoi cette affaire? Ces gars ne sont pas des politiques. Ils ne savent pas comment faire pour gérer une cellule, un comité de base, avoir ces complications, ces contraintes, comment organiser un meeting, comment organiser les égos entre les militants, comment faire un plan pour envahir un quartier. Ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas gérer l'appareil qu'on appelle le parti. Donc, il s'est dit, comme j'ai un bac plus 50, je suis un docteur en doctorat, c'est pour cela qu'on m'a fait appel. Donc, quand il est là, tu vois, c'est pour cela qu'en Afrique, il n'y a pas de politique au sens propre du terme. On va me dire, mais même en France, c'est le cas de la France. L'Afrique est une terre d'un lourd héritage d'un passé politique. On a vu des grands hommes politiques en Afrique. Donc, il faut laisser des comparaisons qui ne tiennent pas, des trains qui n'arrivent jamais à l'heure. Donc, je pense que nous devons toujours avoir à l'esprit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'avais dit aux Ivoiriens pendant cette crise post-électorale que, attention, vous, les pays qui sont au nord, là, c'est principalement 2 pays, le Mali et le Burkina. Quand vous allez finir par abattre ce que j'appelle le pivot stratégique de l'Afrique de l'Ouest, ça on peut l'appeler hors Nigeria bien sûr, vous allez avoir les problèmes. Aujourd'hui, le Burkina est où? Le Mali. C'est un non-État. Donc c'est ça. Il faut faire attention. Quand on parle de stabilité dans notre sous-région, par exemple en Afrique centrale, tous les pays de l'Afrique centrale ont intérêt que le Cameroun soit stable. Et pour cela, ils doivent dire la vérité aux politiques qui veulent s'aimer la zizanie et le chaos chez nous. Parce que si le Cameroun s'effondre, c'est toute la sous-région, comment dire ça va être un nom de choc qui va balayer complètement la sous-région. C'est ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, les gens qui sont au pouvoir pour le moment doivent comprendre quelque chose qui est simple. Ils ne peuvent pas continuer à défendre les intérêts de l'étranger sur notre continent. En le faisant, ils jouent contre leur propre destin, leur propre avenir. Ils n'ont plus d'avenir s'ils le font. Quand j'écoute, le gars lequel, je crois que, comment dire ça, l'illustration la plus
la plus forte, c'est Soro. Il faut écouter les vidéos de Soro aujourd'hui. C'est incroyable. Alors que quand Soro allait dans cette aventure, on lui disait attention, tu ne peux pas trahir éternellement quelqu'un qui t'a fabriqué. Mais au Cameroun, on appelle les créatures. Tu ne peux pas. On ne peut pas cracher dans la soupe qui t'a nourri. Or, en Afrique, et principalement le vent en Côte d'Ivoire, vraiment, les gens n'ont pas de... Ils ne savent pas ce que c'est la loyauté. Non, ils ne savent pas. D'un coup, on part, oui, le vent va à gauche, on va à gauche, le vent va à droite, on va à droite. On va dire la pression était tellement forte, on tuait beaucoup de gens qu'il fallait se mettre à l'abri, ma famille et moi. Oui, mais quand tu veux te mettre à l'abri, ta famille et moi, de manière perpétuelle, tu ne fais pas la politique. Quand tu fais la politique, ça veut dire que tu es prêt à assumer tes choix politiques. Aller en prison. Non pas seulement la prison, aller jusqu'à la mort. Oui, c'est ça la politique. Parce que tu défends des idéaux. En politique, on défend des idéaux. On défend une autre vision, n'est-ce pas, et de la vie, et de l'histoire, et du monde, que celle qui est dominante. Mais quand vous êtes en politique, parce que vous avez fait de flinflin comme un féman, sur un coup, vous frappez tel. Si le baron de gauche est mort, vous allez chez le baron de droite. Non, ce n'est pas ça la politique. Et c'est ça qui donne l'élite politique que nous voyons en Côte d'Ivoire, qui n'a pas de consistance. Et c'est ça qui crée l'échec de la Côte d'Ivoire. Donc là maintenant, je continue de vous dire, vous venez de faire le tableau macabre, où il y a des morts, où il y a des gens qui sont en prison, mais j'ai oublié de le dire. Les gens continuent de mourir, surtout la jeunesse ivoirienne. J'ai vu encore que l'un des gardes-corps d'un haut dignitaire ivoirien, je ne sais pas si c'est pas le président Laurent Gbagbo, il venait de mourir. Parce que le gars, comme le disait Fangoua, était incapable de se soigner. Les comptes sont encore bloqués. On laisse des gens dans une misère pas possible. Il y a encore des dozos qui ont des plantations des gens, qui sont encore dans des maisons des individus dans l'arrière-pays. Ils ont dit ici, à partir d'aujourd'hui, c'est le Mont Peko. Amadé Ourémé, ce criminel burkinabé là, il est venu, le Mont Peko est classé patrimoine de l'UNESCO, hein, ça dit qu'il ne faut pas toucher, mais il est venu faire des plantations de cacao à l'intérieur, alors que c'était interdit. Même les autochtones autour de ce Mont Peko n'y entraient pas pour faire des plantations. Lui, il est venu, il a tué des gens, il a nettoyé les villages, il était là. Il était avec la tenue de l'armée soi-disant ivoirienne, hein, jusqu'à ce que quand même, les gens disent quelque part que non, le gars là, il a fait trop fort, il faut quand même l'écarter. Et depuis, il a été écarté, mais il n'a jamais été condamné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est ça la réalité. Donc je pense que les Africains, à travers la Côte d'Ivoire, on doit quand même ouvrir les yeux. Et c'est dit, arrêtons. C'est pour ça que Christelle Thomas, ce que je pense, tu as dit tout à l'heure, je suis pour qu'on puisse se pardonner. C'est pour ça que j'adresse mes sincères condoléances à la famille de Ngom Coulibaly. Au-delà de tout. Pas pour lui, c'est non, pas au-delà de pour nos divergences. C'est pour un grand patriote comme vous-même vous avez cité. S'il te plaît. Pour un homme du Nord qui aime son pays. S'il te plaît. Que vous avez cité. S'il te plaît. Merci. Au-delà de nos divergences. Oui. Au-delà des crimes. Au-delà de nos attitudes de criminels. Chaque fois qu'un Africain meurt, c'est une mort de trop. Mais s'il a partisé avec le diable. Vous savez, il y a la question de la repentance. Il doit aller en enfer. Nous devons nous souhaiter. Il est déjà mort, il va en enfer. Non. Oui, on vous comprend. Mais sur le continent africain, on doit quand même... Ce sont des attitudes... On doit s'incliner devant sa mémoire. Ça, c'est normal. C'est ça. Et en nous inclinant devant ses mémoires, c'est pour donner l'exemple aux autres. Surtout à ses soutiens. Que vous voyez, au-delà de tout ce que vous avez fait, nous n'avons pas de haine, nous n'avons pas de rancœur. Nous sommes disposés, malgré ce que nous avons subi, à nous hâter vers la voie de la réconciliation. Il faut prôner cette voie de la réconciliation. Parce que sans la réconciliation, c'est encore des milliers de morts que nous avons enregistrés. Et si nous enregistrons encore des milliers de morts au niveau de la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas seulement l'échec de la Côte d'Ivoire. C'est l'échec de toute l'Afrique entière, justement. Surtout de ta peau noire. Tu te souviens des gestes de Samuel Eto'o et de waouh, si ce n'était pas l'histoire de ma peau là, les histoires de ballon d'or là, ça devait pour moi pleuvoir sur ma tête. Mais à cause de ma peau là, je n'aurais jamais. Après avoir marqué un magnifique but lors d'une finale de la Champions League. Donc, n'oubliez jamais, chaque fois qu'un noir est en difficulté, ou bien il est dans l'erreur, ça se répercute sur ta propre personne. La vision des autres sur toi, c'est comme ça qu'ils voient. Parce que les autres peuples du monde, excusez-moi le terme pour sortir de là, ils ne comprennent pas ce qui se passe en Afrique. Mais ces gens-là, ils sont comment? Depuis 75 ans, ils ont la monnaie de l'autre. Ça ne leur dit rien. Depuis 75 ans, ils prennent des ordres à Paris. Ça ne leur dit rien.
Quels sont ces gens-là? Chaque fois que quelqu'un est élu président, premier acte, bam, il prend l'avion, il va à Paris, prendre le cahier de charge. Patron, je fais comment? Quand on nous appelle les sous-préfets, ce n'est pas par abus, hein? Ce sont ces faits-là que nous disons, c'est pas possible, mais changeons. Mais vous avez déjà vu à Malaisie, quelqu'un, un chef d'État, il prend l'avion pour aller à Paris ou bien à Londres, pour faire quoi? D'abord, si tente de le faire le lendemain, ils vont les égouiller, hein? En Thaïlande, que vous voyez là. Donc, essayons de nous réapproprier de notre personnalité. Nous sommes des hommes dignes. Il faut que les politiques ivoiriens aillent dans le sens de la réconciliation. Et pour cela, moi je l'ai dit, en cas de réconciliation, en cas d'une CENI rénovée, en cas d'adoption des règles de manière consensuelle de toute la classe politique, la société civile ivoirienne, s'il y a des élections et que M. Ouattara les gagne, moi je vais soutenir M. Ouattara. Je le fais. Parce qu'au moins, il aura démontré à la face du monde qu'il est un véritable démocrate. Et je ne suis pas sûr que dans le cas d'espèce, ni M. Laurent Gbagbo, ni le FPI ne vont aller à l'encontre, n'est-ce pas, la personnalité de M. Ouattara. Mais s'il continue d'organiser le foufou là, qu'il essaie d'organiser, ou comme Tatsan le disait, on donne le certificat de nationalité à 50 francs, au genre le marché dans les chefferies, s'il pense que c'est comme ça qu'il va encore s'imposer, parce que ça, c'est imposé au peuple ivoirien, je peux lui dire, papa, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Paris, il faut faire très attention parce que la vie, elle a ce de particulier que les gens oublient que nous sommes sur une courbe qui tourne à une vitesse incroyable. La Terre tourne. Elle tourne et tout le monde le sait. Allez-y avec les ailes. Oui. Dans ce combat politique en Côte d'Ivoire, là, il y a Dieu dedans. Hein. C'est ce que les gens oublient. Ouais, c'est un peu pasto. Il n'y a pas de son. Il y a Dieu dedans. Oui. Donc quand les gens font leur projection, parce que Ouattara était sûr que non, il avait déjà gagné le pari en mettant Ngon Coulibaly candidat et tout. Il s'était échappé d'une chose. Mais voilà Ngon Coulibaly qui est parti. Non, Ouattara savait que Ngon ne devait pas tenir. Ouais. Non, il savait. Je suis d'accord. Il savait que Ngon... Donc il faut faire attention. Il ne faut pas faire l'analyse en donnant l'impression que, avec le choix de Ngon Coulibaly, Ouattara était sorti du jeu. Ouattara savait très bien. Il avait le dossier médical de Ngon Coulibaly. Il savait que ce gars ne pouvait pas tenir. Le gars a subi 3 opérations lourdes. Il avait un pacemaker. Il ne pouvait pas tenir. Et ses médecins lui ont dit, toi qui rentres à Abidjan, mets-toi à carreau. Mais écoutez, monsieur Ndom. Il ne veut même pas rentrer. Vous êtes d'accord avec André Kissel Fanga que c'est par émotion qu'il est tombé finalement? Oui, mais c'est un complot. On a voulu l'utiliser tout simplement. Les gens donc André Kissel Fanga terminé. Je suis d'accord avec ça, vous comprenez un peu, parce que Ouattara ne travaille que pour lui et rien que pour lui. Voilà, ça. Il ne travaille pas pour les Ivoiriens, il ne travaille pas pour ses collaborateurs, il ne travaille pour personne. Ça va pour la France? Mais écoutez, il est français. Ce n'est pas, c'est dit parce que la Haute-Volta, il n'a plus de nationalité en réalité. La Haute-Volta où il était originaire n'existe plus. C'est un pays qui a été dissous de la carte du monde, qui est devenu le Burkina Faso. Donc il n'a même pas la carte d'identité burkinabé. Il n'a pas la carte d'identité ivoirienne. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les géophysiciens, les astronautes et tout le reste cherchent encore à localiser le village de Ouattara en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore localisé. Donc jusqu'à présent, parce que quand même, le président Gbagbo peut te dire qu'à Gagnois, on sait où on peut le localiser, on sait son village, on connaît la tombe de son père, de son grand-père et de tout le reste. On peut, dans tout, c'est Soro même encore, on peut retrouver et tout. Donc, vous comprenez, Ngon Coulibaly dont nous parlons, on peut retrouver même au nord, son village, ses aïeux et tout le monde, la traçabilité. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans un régime méchant, un régime criminel. Monsieur Ouattara parce qu'il n'a pas d'identité, ce n'est que normal. Vous savez que le président Laurent Gbagbo a continué à payer les indemnités de Ouattara en tant que Premier ministre, même quand il n'était plus Premier ministre. Tout le monde est au courant. Vous inquiétez pas pour ça. Même pour sa femme. Mais est-ce que demandez-lui à M. Ouattara s'il continue à payer les indemnités ou bien s'il a même payé un jour les indemnités du président Laurent Gbagbo comme ancien chef d'État? Non. Est-ce qu'il a continué à payer pour Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame? Non. Est-ce qu'il a payé pour tous les autres? Parce que même pour Bédier, on continuait à payer, reverser. Quand le président Laurent Gbagbo était président, il reversait les indemnités d'anciens chefs d'État au président Bédier. Mais vous voyez comment des gens sont méchants. Que même seulement pour... Donc, ils vous privent de tout. Ils vous privent de liberté. Ils vous privent de vous soigner. Ils vous privent même de manger. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas supporter ce genre de régime. Surtout chez nous en Afrique où nous sommes un peu socialistes, nous sommes des socialistes. C'est-à-dire quand tu as 10 francs, c'est pour toute la famille.
quand nous ne mangeons pas. Parce que l'une des théories où l'Européen est venu nous diviser, c'est de nous faire manger dans le plat et la cuillère. On ne connaissait pas ce qu'on appelle le plat et la cuillère. Nous mangeons chez nous en Afrique dans les combos, dans les marmites. C'est-à-dire, on met le foufou dans un gros plateau. On met la sauce de l'autre côté. Et chacun lave ses mains et il trempe la main. Même l'étranger qui est de passage. Et c'est justement parce que l'Ivoirien a été trop gentil, a laissé place à l'étranger, qu'ils ont pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'explique le problème de la Côte d'Ivoire, de cette situation, je prends toujours référence dans les Saintes Écritures, dans le livre de Genèse, chapitre 11. La construction de la tour de Babel. Pour ceux qui connaissent, qui sont lecteurs de la Bible. La tour de Babel. Ils ont fait un projet de construire une tour qui devait atteindre le ciel. Et quand Dieu a vu le projet, il a dit, ce peuple est uni, il faut venir, il faut disperser. Il a mis un double langage. Donc il a dispersé ce peuple-là en leur donnant différents langages. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans le RHDP, soi-disant RDR de M. Alassane Dramane Ouattara. Chacun maintenant en train de regarder maintenant de son côté. Et il y a la division partout, parce que c'est un régime de division. Ouattara est de son côté, il joue son film. Ahmed Bakayoko est en train de réfléchir. Doukan Kablan réfléchit de son côté. Chacun est en train de réfléchir de son côté. Chacun est en train... Et je conclus dans ce genre dans ce propos en disant, comme Guillaume Soro lui-même l'a dit, Monsieur Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir dans un hôtel. Et quand vous êtes locataire d'un hôtel, quand votre séjour finit dans cet hôtel, vous prenez l'ascenseur ou les escaliers, ou quand vous descendez de votre chambre, vous prenez les clés et vous déposez à la réception. Nous pensons que le bail de M. Alassane Dramane Ouattara a longtemps duré en Côte d'Ivoire et ses acolytes. Libérez l'hôtel Ivoire. Allez vous retrouver, ou presque quand je parle de l'hôtel Ivoire, c'est pour illustrer un peu toute la Côte d'Ivoire. Libérez la Côte d'Ivoire. Vous avez fini votre séjour, vous vous êtes enrichi. Votre fils a porté tout le cacao de Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est devenu un très grand producteur de cacao, jamais vu, alors qu'il n'y a aucun plan de cacao au Burkina Faso, à cause de son fils qui est trader, qui fait dans les grosses affaires. Donc, vous comprenez qu'en réalité, c'est des businessmen qui ont travaillé pour le bien de la France. Maintenant, le temps est arrivé parce que chaque chose a son stop, comme dit souvent mon frère Rontz. Vous connaissez ce chant. Chaque chose a son stop. Le stop est arrivé pour M. Alassane Dramane Ouattara et ses comparses. Et ses comparses, monsieur, plus que 3 minutes pour sortir. Oui. Sortir de ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La Côte d'Ivoire. Parce que est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation, comme le disait M. Parfendom, ou d'élection présidentielle? C'est un choix important. Moi, je crois que l'élection présidentielle n'est pas fondamentale. Elle n'est pas importante. La Côte d'Ivoire a besoin que le président Gbagbo retourne, comme a dit le président monsieur Parfendom, que les Ivoiriens se parlent. Ça sera très difficile, parce qu'il faudra projeter même certaines images sur un écran. Ça sera, comment je vais dire, une repentance nationale. Ça sera très dur. Ah, merci. Âme sensible, il faudra s'abstenir. Il faudra y mêler les hommes d'église. Et en ça, vraiment, j'ai toujours apprécié. Les vrais hommes d'église. Monsieur André Christelle Fanga, effectivement, oui, qui a une formation là-dessus, qui peut même aider, qui peut être même peut-être invité en Côte d'Ivoire. Il faudra mêler tout le monde et aller à l'élection présidentielle. Parce qu'une élection présidentielle, ça clive. À l'intérieur même du PDCI, ça ne va plus. Je dis du PDCI. Au sein du FPI, c'est-à-dire ma famille politique en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas toujours. C'est dur. C'est encore le monde à l'envers. C'est-à-dire que monsieur, monsieur Afin Guessan, quand j'ai suivi son interview avec Madame Simone Gbagbo, c'est pas la bise tous les matins. Hein. C'est très compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le sait. Et les climats. Ça fait des années. Ouais, mais vous allez à l'élection présidentielle. Et je ne parle même pas au sein, en fait, au sein du RHDP. Où un certain nombre de personnes expliquent au président Ouattara, lui-même, est-ce qu'il est en bonne santé? N'entrons pas dans son dossier médical. Parce qu'entre M. Gon Coulibaly et M. Ouattara, je ne suis pas convaincu qu'il y a un qui peut en fait dire que moi je suis en santé. Lui, il avait un pacemaker. Donc, lui-même, c'est compliqué. Donc, vous voyez donc que, vraiment, pour moi, l'élection présidentielle, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça peut attendre un peu. Ça peut attendre un peu. Donc, il faut véritablement le dire. Mais est-ce que Paris a besoin de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que certains intérêts français, certains intérêts, comment je vais dire, le grand capital et le capital de l'argent a l'intérêt de la réconciliation? Parce que forcément, quand on va être à la réconciliation,
comme le dit M. Parfendom, il va falloir poser la question que comment on redéfinit donc même nos relations avec la France là? Parce qu'il y a une crise post-électorale et la France a joué un rôle. Les militaires français sont là. Monsieur Choi vous nargue et vous tire la langue quelque part cachée en Asie. Il va falloir se poser quand même ces questions-là. Même dans un forum de réconciliation, M. Parfendom, même en dernière journée, même si ce n'est pas à l'ordre du jour. Messieurs, si on ne parle pas nous sortons de ce débat ce matin et de cette édition. Patient Parfendom, vous avez le mot de fin. Non, la Côte d'Ivoire, comme toute l'Afrique entière, on a besoin de paix. Oui. Nous encourageons les différents acteurs, nous encourageons les responsables de la sous-région au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique d'essayer de travailler dans le sens d'encourager ceux qui sont aux affaires actuellement en Côte d'Ivoire de donner la possibilité à cette paix. Et je suis d'accord avec Christelle Sango Pastor, je suis pour une séance d'exorcisme collectif. Vraiment pour que vraiment les gens essaient d'espier, j'appelle comme les chrétiens disent, leur péché, et donner la possibilité d'un avenir à la jeunesse ivoirienne. Patient Parfendom, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci. Bertrand Tassida, je vous dis également merci d'avoir été là. André Kisselfanga, merci beaucoup d'avoir également été là ce matin. La Côte d'Ivoire qui délivre la Côte d'Ivoire de ses mauvais mots. Merci également. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, religion, politique, philosophie, système, l'homme a prononcé surtout. Il s'est trompé également sur tout. Il a cru tout définitif et tout s'est modifié. Tout immortel et tout a péri. Tout véritable et tout a menti. Et on continue encore à mentir aujourd'hui. Et même le destin continue à mentir. Au plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Eh bien, restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.